Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration. Admirare. J'invite les gens que j'admire, des images qui me permettent encore de m'éveiller. Que cachent ces images? Qu'est-ce que ces images disent de nous? Je me change en miroir pour, je l'espère, mieux le dévoiler. On est bien là, il y a un petit courant d'air. Bonjour Monsieur Brotte et merci de votre participation à ce deuxième épisode du podcast Admirare. Et bien sûr, bienvenue à tous. Alors je me propose dans un premier temps de vous présenter pour ceux qui éventuellement ne vous connaîtraient pas, et puis ensuite de vous laisser la parole pour vous laisser compléter sur ce que j'aurais pu oublier ou qui serait ni dans votre livre ni sur Wikipédia. Wikipédia qui d'ailleurs fait l'objet d'une entrée assez drôle dans le livre. On aura peut-être l'occasion d'y revenir ensemble. Alors, qui est François Brotte? Eh bien, vous êtes un homme politique qui avait exercé de nombreuses fonctions, député et président du directoire de RTE, mais aussi deux fonctions importantes au sein de l'Assemblée nationale, président de la Commission des affaires économiques et président du groupe France-Taïwan. Taïwan qui est un pays, un sujet que vous connaissez bien, qui mériterait de prendre un moment pour faire un podcast entier ensemble sur ce sujet, puisque c'est un sujet aussi que je suis depuis assez longtemps. Alors, le moment sympa, les raisons de mon admiration et donc de votre invitation aujourd'hui dans le podcast Admirare. Il y a 3 points qui ont particulièrement retenu mon attention. Le premier, c'est votre parcours, un parcours singulier, en dehors des sentiers battus et surtout en dehors du moule de l'élite républicaine. Et je crois que c'est intéressant qu'on y revienne plus tard. Le second point, c'est votre engagement concret sur des sujets pas toujours sexy, mais qui ont toujours un impact réel sur les populations. C'est très bien rendu dans le livre. Et puis, il y a aussi des paradoxes assez drôles qui sont très bien rendus dans le livre, comme la différence entre l'action et la communication qui, parfois, peut s'avérer virale. Et puis enfin, j'ai envie de faire un focus sur 2 accomplissements qui m'ont interpellé. Tout d'abord, la trêve hivernale énergie, que peu de gens connaissent, mais qui correspond à l'absence de coupure d'eau toute l'année et à l'absence de coupure de gaz et d'électricité pendant l'hiver, qu'on peut, à mon avis, largement mettre à votre crédit. Et puis enfin, le pilotage de la loi Florange, un accomplissement non négligeable, puisque c'est la loi qui permet la reprise de sites industriels menacés de fermeture par leurs propriétaires, et donc qui permet ainsi de contribuer à la sauvegarde de l'emploi, mais aussi des capacités industrielles stratégiques ou des savoir-faire. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je vous laisse la parole et puis surtout n'hésitez pas à me dire si vous oubliez quelque chose. Bon, j'étais maire aussi longtemps, vous ne l'avez pas évoqué, mais c'est un moment de ma vie qui est important. J'ai été saltimbanque beaucoup aussi, parce que j'ai fait de la radio, de la télé, de la chanson, du théâtre. Et effectivement, je suis un peu je le dis souvent, je suis un peu un gitan sans être gitan et parfois je le regrette. Et je viens de nulle part, quand j'arrive quelque part... on se demande ce que je fous là, quoi, parce qu'effectivement, je n'appartiens à aucun corps, je ne suis pas surdiplômé, et donc c'est un peu extravagant parfois vu des autres. Donc c'est un parcours de l'école de la République, je le revendique parce que je pense qu'il doit donner la possibilité à tout le monde de se dire qu'il y a plein de trucs possibles, quoi. Alors c'est exactement l'enjeu du podcast, c'est d'une certaine manière de montrer que c'est possible au travers des parcours qu'on va évoquer. Alors c'était évidemment ma première question, vous l'avez très bien dit. Comment on fait pour avoir une carrière aussi riche? Donc on pourrait rentrer dans le détail en effet, mais c'est pas seulement le fait d'être député, mais c'est la façon dont vous avez été député, l'impact que vous avez eu. Comment on fait pour casser les codes? Comment on fait pour percer en dehors des systèmes? Bon, je pense pas qu'il y ait de recette miracle, je pense que c'est le caractère de chacun qui le détermine. Moi, je viens d'un milieu très modeste, puisque mon père a commencé son activité en plantant des poteaux électriques. Bon, je trouve que c'est un peu drôle, puisque je me suis retrouvé président du directoire de RTE quelques décennies plus tard. Et d'ailleurs, en entrant dans l'entreprise, c'est ce que j'ai dit, le seul conflit que j'ai sur le plan des conflits, c'est cette origine-là que je revendique. Bon, même si mon père méritait de faire tout à fait autre chose. D'ailleurs, il a fait d'autres choses, il a été cadre ensuite et il a évolué dans cette grande entreprise. Famille modeste, famille nombreuse, ce qui fait que j'étais 5 frères et sœurs dans une petite maison. Donc moi, à 15 ans, j'ai pris une piole à l'extérieur parce que c'était compliqué
d'être un peu agglutinés les uns avec les autres, avec l'accord de mes parents d'ailleurs j'ai fait ça. Et je me suis toujours dit qu'il fallait que chaque année il se passe un truc dans ma vie. Bon, je me faisais des défis comme ça. Ça c'est intéressant. Ouais. Donc chaque année, Il y avait un nouveau défi. Je ne le programmais pas à l'avance, je me le programmais sans forcément tout faire pour réussir, parce que les choses, il faut quand même aussi laisser une part au destin. Hein. Et puis il ne faut pas rêver, on n'est pas le seul à pouvoir agir sur les curseurs qui déterminent notre vie. Hein. Et donc par contre, il faut être attentif aux rencontres. Il faut prendre quelques risques, sinon c'est vrai qu'on n'avance pas. Parfois on se casse la gueule, hein, c'est assez normal. Et puis, il ne faut pas lésigner sur les opportunités. Vous savez, je pense toujours à cette... j'avais fait l'interview quand je faisais de la radio de plein de gens, dont Michel Sardou. Alors, Michel Sardou, c'était pas mal. Lui, il m'a dit un truc que j'avais trouvé un peu cucu à l'époque. Je me souviens, c'était à Lyon, il donnait un spectacle, très beau spectacle. C'est quand même une bête de scène, faut le remarquer. Il était en peignoir, je crois, et on était assez détendu dans l'interview. Bon, moi, je faisais mon taf, comme on dit. Et puis, la dernière question, je lui avais dit, mais qu'est-ce que vous diriez à un jeune aujourd'hui ? C'est un peu votre question. Et il m'avait répondu avec le ton Sardou, eh bien, je lui dirais qu'il faut dire « je veux »,« encore je veux »,« toujours je veux ». Bon, c'était un peu caricature de lui-même dans cette réponse, mais au fond, cette question d'avoir une volonté de rien lâcher par rapport aux perspectives qu'on se donne, c'est l'une des clés. C'est l'une des clés, même s'il y a des moments de désarroi, pour ne pas dire de détresse, il ne faut pas exagérer, on peut rebondir. Et alors justement, est-ce que vous avez eu d'autres personnes comme ça qui vous ont tendu la main, soit de manière un petit peu indirecte, comme Sardou qui vous a dit une sorte de vérité générale que vous avez compris plus tard? Est-ce qu'en politique, ou parce que quand vous avez été maire, avant d'être maire, vous avez été adjoint au maire, est-ce que ça a été aussi ces années de formation? Est-ce que quelqu'un quand même vous a tendu la main à un moment, ou vraiment ça a été votre volonté, les mains, comme vous venez d'évoquer? Quand elles se tendent, il faut les prendre. Moi, j'ai été un peu matricé sur le plan politique et social par un prêtre ouvrier. J'étais entré à la jeunesse ouvrière chrétienne à l'époque, donc ça aussi, ça fait vieux monde, comme on dit. Et avec un respect, c'était un jeune d'ailleurs, un respect des valeurs, un respect de la capacité d'un jeune à penser par lui-même. Et j'avais été très attiré par justement ces raisonnements. Et lui, il m'avait tendu la main au sens où il m'avait fait avancer dans une conception du monde qui était d'approche plutôt sociale, pour ne pas dire socialiste à l'époque. Pour autant, je me suis fait virer d'une église assez rapidement, pas par lui mais par un autre curé. Un jour où j'ai dit à... Si on dit tribune, c'est pas le mot, mais vous savez, il y a des moments... j'ai été catho, je crois plus l'être beaucoup, mais enfin j'allais à la messe et j'étais venu dire qu'il fallait faire une prière pour les victimes du colonialisme français à Djibouti. Bon, ça la foutait mal, quoi. Et donc on m'a expliqué que c'était pas la peine que je revienne. Bon, je sais pas si j'avais vraiment conscience de ce que je disais, j'avais 15 ou 16 ans quand j'ai dit ça. J'avais été choqué par un certain nombre d'images. Bon, la présence militaire française dans le monde, c'est un truc plus compliqué que la caricature que moi-même j'en faisais à ce moment-là. Mais bon, donc ça c'est peut-être premier entendu. Ensuite, je suis rentré en politique assez jeune, puisque j'avais 18 ans quand je suis rentré au Parti Socialiste, enfin un peu plus, 20 ans. Et je suis rentré parce que je le raconte dans le livre. À l'époque, je faisais de la radio, j'avais un statut d'intermittent du spectacle, très précaire. Et il y a un organisme qui s'appelle le SAC, Service d'Action Civique, qui est une police dirigée par Pasqua, qui m'a coincé. Enfin, deux types de cette organisation m'ont coincé un jour dans le studio. Ils travaillaient dans l'entreprise en me disant maintenant, tu arrêtes de parler du Larzac, quelque chose comme ça, sinon tu vas te faire virer, quoi. Enfin, et puis on a des dossiers sur toi, on t'a vu boire un pot avec une femme qui n'est pas ta femme, etc. Vous voyez, c'était un peu glauque quand même. Bon, quand vous avez 20 ans, ça vous fout un peu la trouille quand même, parce que vous vous dites, si je perds mon boulot, c'est embêtant, c'était avant 81. Et donc, j'ai rejoint à ce moment-là, j'ai eu le besoin de rejoindre une organisation politique, un collectif. À la fois, je suis devenu délégué syndical, la CFDT, et je suis rentré au Parti Socialiste, une époque où il fallait rentrer avec un parrain, passer une espèce d'examen de passage, être syndicaliste, faire montre d'engagement, etc. Bon, après, c'est devenu, que ce soit pour le PS ou d'autres partis, il suffisait
d'adhérer, de payer 10 balles. À l'époque, c'était pas comme ça. Et c'est vrai que la personne qui est décédée maintenant, d'ailleurs, qui m'avait parrainé à l'époque, m'a aussi tendu la main pour que je puisse aller au bout de cet engagement. Puis après, j'ai rapidement pris une forme de leadership dans les actions que j'ai menées. Et il se trouve que ça marchait. Donc, Parce que donc, au début de carrière, parallèlement, vous étiez chef d'entreprise et extrêmement actif au sein du PS de votre région. Au début, oui, j'étais intermittent du spectacle, comme je vous l'ai dit. Pendant 4 ans, 5 ans, j'ai fait de la radio, j'en faisais tous les jours, y compris le week-end d'ailleurs. Bon, c'est un moment de ma vie qui est extraordinaire, parce que j'ai rencontré des gens merveilleux. Enfin, je cite quelques-uns de ceux que j'ai rencontrés dans le bouquin, mais je sais pas, avoir rencontré Pérec, par exemple, c'est avoir rencontré, C'est pas donné à tout le je monde. raconte plusieurs rencontres que j'ai eues avec Léo Ferré, parce que c'est vrai que cet homme, j'étais en admiration permanente par rapport à ce qu'il écrivait, et avoir dû aller recommencer l'interview parce que j'avais mal réglé mon magnétophone, et le faire à 22h le soir sans qu'il me jette, quoi. Puis on retrouve aussi votre personnalité, c'est-à-dire un engagement très fort dans sa vie chez Léo Ferré, et en même temps, pas seulement pour des classes favorisées, mais pour tous. Un engagement qui est aussi populaire. Donc je vois bien la proximité entre Oui, et Léo puis Ferré et vous. sur l'écriture aussi. Quand Ferré me dit cette phrase que je reprends dans le livre, la poésie, c'est quand le mot arrive sur le papier une seconde avant la pensée. Bon, la dimension un peu instinctive, la dimension de l'intuition, de comment on va traduire l'émotion ou la pensée. C'est vrai que ça m'a fait réfléchir longtemps, parce que je me suis dit, bon Dieu, mais c'est bien sûr, comme disait l'autre. Bon, et donc des rencontres comme ça, et je pourrais en citer vraiment des centaines, ça vous muscle le cerveau, les tripes, ça vous donne envie d'aller plus loin. Et puis, comme je l'explique aussi, j'en ai eu marre de faire de la radio à un moment, parce qu'il y a un côté un peu vampirisation, quoi, c'est-à-dire on vit par les autres. C'est-à-dire que c'est en faisant l'interview des autres qu'on essaye de grandir soi-même, mais nous-mêmes, on en est où? Alors, j'ai fait un peu de spectacle, j'ai fait un peu de chansons, j'ai fait des choses comme ça. Puis après, en politique, je me suis plus révélé, parce que mon engagement dans un collectif, mon action, j'ai été élu à 26 ans à la mairie de Crolles, hein, comme maire adjoint. 35 ans dans cette commune. J'ai fini par exercer pendant 2 mandats le mandat de maire. Bon, c'est un parcours tout à fait exceptionnel. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, pour montrer aussi, j'ai... Pardon, je vous coupe. Est-ce que vous diriez que ces années du coup de formation à la radio, tous les risques que vous avez pris aussi sur scène, etc., les rencontres que vous avez faites à un âge assez jeune, est-ce que vous pensez que ça a été des années de prise de confiance, de formation? Ah oui, c'était pas forcément les années de défi. Le spectacle que j'évoque, qui est l'adaptation théâtrale du roman de Françoise Xenakis, qui s'appelle La Lui dirait dans l'île, qui n'est pas du tout écrit en vers, qui avait été monté par Marie-Christine Frézal, qui était la comédienne avec qui je travaillais à l'époque. J'avais pris le risque dans ce spectacle, qu'on a pas mal tourné, d'écrire toutes les musiques de toutes les chansons que j'ai interprétées, qui étaient en fait des mises en musique du texte, qui étaient de la prose. Et je jouais sur scène, en live. Je jouais ma peau tous les soirs, quoi. Bon. Mais c'était pour moi important d'arriver à faire ça. Avant que vous n'interveniez, je voulais juste dire aussi que lorsque j'ai travaillé dans une mission interministérielle qui consistait à développer la télévision locale en France, j'ai eu les clés d'une expérimentation à l'île d'Abo pendant 15 jours de 2 canaux de télévision. J'avais un budget et je faisais en gros ce que je voulais. Je rendais des comptes, mais j'avais une totale liberté pour tester des modules de programmation en télévision locale. Il se trouve que ça m'a passionné, que j'ai fait des choses tout à fait extraordinaires, et puis que du jour au lendemain, j'ai été viré. Pourquoi? Parce qu'il y avait un changement de majorité, et que dans ces cas-là, on fait ses cartons, et puis c'est la loi du genre. Et donc je me suis retrouvé effectivement au chômage. Bon. Et j'étais maire adjoint dans ma commune. Et là, par orgueil, je ne suis pas allé m'inscrire à la NPE. Je me suis mis en profession libérale, ce qui n'est pas évident, hein, pour faire... j'étais consultant sur des questions de réseau câblé et autres. Je n'ai pas gagné des fortunes, hein, mais je ne pouvais pas assumer d'avoir été ce que j'avais été, d'être encore un élu et aller cotiser, aller contribuer pour toucher les assédiques. Je ne critique pas les gens qui font ça parce que je pense que c'est utile, mais moi, j'ai pas voulu le faire. Voilà. Donc
j'en ai chié, hein, comme on dit, parce que... Donc une de vos recettes, quand même, c'est la fierté. Oui, alors. c'est ça. La fierté, l'honneur, la dignité, on va dire La dignité, quand même. dignité. C'est plus la dignité, oui. C'est le mot que je préfère, parce que on peut pas s'abaisser à tout, quand même. Hein. Et on peut pas se faire marcher sur la gueule non plus tout le temps. Donc il faut trouver des équipes. Parfois, ça fait mal. Hein. Parce que vouloir rester digne dans des moments où il y a des facilités autres, c'est vrai qu'on peut se mordre les doigts parfois. C'est un peu le chemin de toutes les personnes qui sortent du système, ou en tout cas qui essaient de prendre leur chemin personnel. Ce que vous exprimiez au début, dès qu'on n'est pas dans le moule, soit on se force à rentrer dans le moule et là aussi ça fait mal, soit on prend un chemin original et là aussi ça fait mal parce qu'il faut le créer ce chemin et donc il faut y mettre beaucoup d'énergie. Oui, mais il y a plus d'air quand on crée son chemin que quand on rentre dans le moule. Hein. Enfin, moi j'étouffe dans un moule. Hein. Donc c'était pas finalement aussi difficile que ça. Parce que je pense qu'il y a des choses en rentrant dans le moule que je n'aurais pas pu accepter longtemps. Donc je ne tenais pas vraiment en place. Pour vous, c'est le meilleur oui. Donc je ne me donne pas une médaille parce que j'ai fait ça. Je pense que je ne pouvais pas faire autre chose. Peut-être la médaille, c'est de vous être écouté quand même, d'avoir été fidèle à vous-même et d'avoir accepté que votre chemin, il ne passerait pas par rentrer dans le moule ou il ne passerait pas par effectivement faire le choix de facilité à ce moment-là. Oui, même si justement cette mission interministérielle que j'évoquais, j'avais été mandaté pour aller expliquer aux différents préfets de région quelle allait être la politique pour développer les réseaux câblés. Bon, et quand j'arrivais devant un préfet, alors que moi je venais de nulle part pour lui expliquer ce qu'il devait faire dans son rôle de préfet sur les thèmes qui étaient ceux que je développais, n'ayant jamais été énarque, le regrettant d'ailleurs, parce que je ne critique pas, hein, sauf que c'était trop tard. Moi j'ai été papa à 18 ans, je voulais faire des études longues, j'ai pas pu faire d'études longues parce qu'il fallait gagner sa croûte, quoi. Et donc c'est vrai que parfois, souvent j'ai été interpellé par ceux qui étaient dans le moule, j'ai regretté de ne pas y être, mais de toute façon il était trop tard pour y rentrer. Donc, et c'est vrai que quand j'ai ensuite été nommé beaucoup plus tard à la présidence du directoire de RTE, certains ont considéré que je faisais un hold-up, puisque je ne suis pas corps des mines, je ne suis pas énarque, et donc en plus avoir un bilan et s'en sortir correctement, ça agace ceux qui considèrent que des gens comme moi n'ont rien à faire dans des postes qui leur reviennent de droit. Et je le dis dans le livre, ce qui m'a le plus frappé dans ce moment-là, c'est les critiques que j'ai reçues de la part d'une presse un peu décalée, un peu révolutionnaire, qui finalement ne supportent pas que des gens qui ne sont pas dans le moule fassent des choses qui reviennent à ceux qui sont dans le moule, au prétexte que si finalement on y arrive, c'est par copinage et pas par talent. Il y a un moment dans le livre qui est très très bien évoqué d'ailleurs, je vous en remercie. Vous pointez, je ne sais plus quelle publication, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que si en fait ce sont des gens qui sont dans le moule, qui ont toujours ces postes, et ben alors du coup on va pouvoir gagner sa croûte en critiquant ce système. Et donc s'il y a une ouverture et qu'on prend des gens qui l'ont mérité, qui ont travaillé, qui connaissent les sujets, et ben là ils sont embêtés et donc ça les arrange pas non plus. Il faut souvent travailler 2 fois plus quand on n'a pas fait les formations qu'ils ont pu faire. Moi je comprends quelqu'un qui a fait 6 ans, 7 ans d'études après le bac, qui se dit merde, c'est quoi ce type là qui a fait quoi? J'ai un DUT, hein, donc pour dire les choses. Donc c'est quand même bac plus 2, c'est énorme. Mais je veux dire, ça permet pas normalement d'accéder à des hautes fonctions. Bon, et c'est vrai que le travail a fait le reste. Mais ce travail-là, c'est des études permanentes aussi. Et il m'est arrivé très souvent d'en savoir significativement plus que certains qui avaient à étudier longtemps. Bon, voilà. Donc je le dis aussi ça à ceux qui éventuellement ont envie de s'inspirer. Ça ne veut pas dire passez pas des diplômes, parce que je pense que les diplômes c'est utile, que les formations elles sont bien, qu'on est dans un pays où on forme des gens tout à fait extraordinaires, y compris au niveau des ingénieurs et tout. Après, sur le plan de la vision du monde, sur le plan de comment on se positionne soi-même dans tel ou tel système, ça, ces formations ont du mal à l'apprendre. C'est-à-dire qu'il y a un moule de formation qui n'invite pas à positionner sa propre personnalité, parce qu'on peut avoir 10 personnes qui suivent la même formation, c'est 10 personnalités différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils puissent se révéler dans leur action professionnelle et personnelle derrière, au vu de ce qu'ils sont eux, en plus de ce qu'ils ont appris. Et parfois, et je l'ai remarqué souvent en dirigeant des gens de cette qualité, ils ont du mal à sortir, casser l'armure, quoi, si vous voulez. Alors que là, ils peuvent
décupler le talent. Et ça, malheureusement, ça ne s'apprend pas à l'école. Peut-être qu'on peut faire un mini focus sur le livre, parce qu'il y a des choses qui m'ont, il y a plein de choses qui m'ont intéressé dans le livre. Je trouve que ce qui ressort bien aussi, et vous étiez en train de l'évoquer, c'est ces deux aspects personnels. C'est-à-dire, on sent bien qu'effectivement, pour faire ce chemin, l'écart qu'il y a entre ceux qui ont fait des études et ceux qui vont devoir apprendre par la vie, par l'effort, par le travail, ce décalage, ils vont devoir compenser par l'énergie. Et on sent qu'il y a deux moments particuliers qui m'ont intéressé. C'est vous évoquez les moments que vous passez avec les gens, travailler ensemble à un projet. Et donc là, il y a des rapports très très forts qui se créent, et ce qui est logique puisqu'on est sur un projet autour d'un engagement. Donc il y a une sorte d'illusion de rapports très fraternels ou de rapports très très proches, et puis finalement vous le dites avec beaucoup de lucidité, ça j'ai beaucoup aimé aussi, que finalement on dit qu'on va se rappeler, on dit qu'on va garder le contact, et puis en fait finalement non. Et puis, et vous le dites très clairement, le deuxième mot qui revient tout le temps, ou en tout cas que moi je trouve assez incisif, c'était le divorce. Donc là il y a aussi deux points que j'aimerais bien qu'on évoque si vous le voulez bien. C'est ce qu'on lâche aussi dans ce chemin, et c'est un petit peu l'injustice moi que je trouve entre les gens qui sont arrivés par leur milieu et ceux qui doivent faire le chemin. C'est qu'on lâche de l'énergie, on lâche du temps, et donc on lâche aussi des choses personnelles sur la route. Oui, c'est douloureux, mais c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas vous disiez illusion, non. Quand les choses se vivent, elles sont fraternellement partagées. Sincèrement, fraternellement partagées. Après, quand la vie vous sépare, hein, comme dit je sais plus quelle chanson, Les Feuilles Mortes peut-être, elle vous sépare. Voilà. Il y a la chanson aussi beaucoup dans le livre. C'est vrai. Oui, parce que je suis un passionné de chansons. C'est votre poésie, non? C'est la poésie qui vous touche le plus, j'ai l'impression. C'est ça, oui. Je le dis d'ailleurs dans le livre. J'ai eu un seul prix dans ma vie. J'ai eu le premier prix de poésie quand j'étais en 6e. Donc ça traumatise forcément. Non, mais les ruptures... la Légion d'honneur quand même. Oui, l'ordre national du mérite. Une forme de reconnaissance quand même. L'ordre national du mérite aussi, oui. Bon, mais ça, comme on dit, ça sent le sapin. Quand on commence à vous attribuer des médailles, c'est que bon... non, mais les ruptures, il faut les dépasser. Mais c'est toujours douloureux. C'est toujours douloureux. Je pense que tout le monde vit ça. Mais c'est vrai que beaucoup de gens hésitent à bouger parce qu'ils ont peur du vide de la rupture. Bon, parfois les faits se chargent de vous faire bouger parce que vous n'avez pas la main sur ne pas rompre. Mais moi j'ai été frappé dans la circonscription, j'ai été l'élu, il y avait une industrie traditionnelle très importante qui était les papeteries. Et on y travaillait de père en fils, de génération en génération. Et proposer un boulot à quelqu'un à 15 km de là, c'était juste pas possible. Parce que la famille avait toujours travaillé juste à côté de la maison. Et 15 km, je caricature pas, hein, c'était le bout du monde. Donc on a un petit sujet de comment on peut se préparer à une mutation. Parce que quand on accepte d'être mobile, donc des ruptures, qu'on accepte certaines mutations, on peut finalement réussir à continuer à réussir sa vie. Mais qui donne le déclic du droit à la mobilité et à la mutation ? Culturellement, c'est compliqué quand on est dans une communauté donnée, qui est très enracinée localement. Cet effort-là, il n'est pas facile à faire. Ouais, c'est un sujet aussi de est-ce que tout le monde est capable de faire cet effort ou pas, parce qu'on sent quand même dans le livre, il y a le syndrome du survivant, c'est-à-dire on sent votre force à chaque étape, à chaque remise en question ou à chaque rupture. Il y a la force de faire autre chose, la force, positivité aussi, on ressent beaucoup ça dans le livre. Quand vous arrivez à la Cour des comptes, par exemple, il y a un changement de statut, d'habitude et de rythme. Et pour autant, vous prenez le meilleur du sujet, vous vous mettez dedans. Il y a une forme de positivité très très forte. Est-ce que ça, tout le monde en est capable ? Parce que sur les questions économiques, c'est un des enjeux. C'est-à-dire aujourd'hui, on demande aux gens d'être mobiles, de s'adapter d'une certaine manière à l'entreprise. Mais c'est ce que vous évoquiez, dans une certaine mesure, il y a un blocage qui fait que les gens ne vont pas quitter leur région, ne vont pas quitter leur pays pour aller travailler ailleurs. Moi, je ne fais rien sans passion. Sinon, je m'emmerde et j'ai juste envie de ne pas me réveiller, quoi. Donc, je ne me donne pas le choix, mais c'est ma nature. Donc, ça m'aide, ça, quelque part. Et donc, même si je me retrouve dans une situation qui n'est pas forcément celle que j'aurais préférée, j'essaye de donner le meilleur de ce que je peux donner. Et je me rends compte qu'on est rapidement en partage. Parce que, bon, il y a plein de gens super partout, quels que soient les domaines dans lesquels on évolue. Et donc, à partir de là, on y trouve un intérêt. Mais il faut avoir cette envie d'entendre ce que pensent les autres, de ce qu'ils ressentent, les écouter, et puis il faut être ouvert. Et c'est vrai que moi, je suis par nature curieux. Voilà.
Alors j'avais une autre question, c'est plus sur la vie personnelle et puis sur l'avenir de la classe politique. Peut-être, avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous pourriez rappeler une journée de votre temps de travail quand vous étiez député ou à un moment, pour qu'on se rende compte de ce à quoi ça correspond ou à RTE? Non, mais on va pas faire pleurer dans les chaumières. Non, c'est des pleins temps. On fait 2 fois 35 heures dans la semaine. Hein, mais je m'en plains pas. C'est un choix. Je veux dire que, et notamment quand on est élu, moi j'ai été un grand cumulard. Hein, j'étais maire, président de commission, président de grande communauté de communes que j'avais réussi à créer avec le collectif d'élus sur le secteur. Je connaissais pas de soirée, je connaissais pas de week-end, je connaissais pas de journée qui commençait pas à 8h30 du matin. Donc on dort peu. Et d'ailleurs, quand j'ai arrêté cette vie d'élu, au début de mon mandat RTE, j'étais très fatigué. Parce que j'étais pas sur le même ressort. Dans l'entreprise, j'étais très staffé, des gens brillants autour de moi. Et donc je pouvais faire un certain nombre de choses je pouvais déléguer un certain nombre de choses que je ne déléguais pas forcément quand j'étais directement en responsabilité politique. Bon, je sens que vous avez une crampe là, c'est ça? Oui, donc sur l'implication, sur le temps, moi j'ai essayé quand j'étais parlementaire, donc je l'ai été un peu plus de 18 ans, ce qui me vaut le privilège d'être parlementaire honoraire, parce que si on est moins de 18 ans, on n'est pas honoraire. Voilà. Bon. Et j'ai essayé d'être autant impliqué au Parlement que dans ma circonscription. Le premier jour où je suis rentré, je me souviens j'ai lu un ancien maire de Pau qui avait été ministre et qui me dit: écoute petit, ça sert à rien de venir ici, c'est pas là que tu gagnes tes électeurs, faut rester dans ta circonscription. Bon, j'avais entendu ce message, mais j'étais aussi passionné par le travail parlementaire et j'y ai fait des choses dès mon premier mandat dont je considère qu'elles sont utiles. Une des démonstrations du livre, c'est-à-dire que faire de la politique, ça sert à quelque chose, ça peut faire bouger des choses dans la vie quotidienne des gens. Je le dis comme ça, j'en suis convaincu et je veux en convaincre les autres. Et donc, quand je suis parti pour devenir président du directoire de RTE, j'avais fait un calcul, pas de coin de table, mais assez sérieux. Et j'avais rencontré 60 000 personnes en 18 ans, soit dans les permanences, et je les rencontrais moi, je ne déléguais pas ça à mes assistants, donc c'était blindé, hein, la journée du lundi, parfois le samedi aussi, soit sur les marchés et autres foires et expositions, parce que je rencontre à peu près 2 à 3 000 personnes chaque week-end. Enfin, je voyais, et chaque fois les gens venaient me voir pour des choses, et j'ai traité 60 000 cas. L'idée c'était que quand on venait me voir, on ressorte de là en meilleure forme qu'on était rentré. Je ne résolvais pas tous les problèmes, pas exagérer, je n'ai pas cette prétention. C'était des questions d'emploi, des questions de divorce, des questions de fiscalité, des questions de logement. Enfin, il n'y a pas de renoncement dans votre engagement, c'est un truc qui ressort très bien aussi du livre. C'est-à-dire on sent que, vous le dites très clairement, si on peut prolonger la durée de vie d'une usine pendant 1 an, pendant 2 ans, on fait, ça vaut le coup de se battre. Et si on peut soulager quelqu'un d'une merde dans laquelle il est parce qu'il ne comprend rien, cette administration très compliquée, où il y a plein de guichets où il faut aller et le parlementaire est là pour aider. Moi je passais des coups de fil parfois pendant l'échange. Parce que vous savez, ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit. Et donc j'agissais comme ça. 60 000, c'est vrai que c'est pas mal. C'est un travail d'amortisseur social qui n'est pas dans la fonction de député. Parce que là, c'est un peu... Alors, le fait que je cumulais plusieurs mandats m'aidait à avoir des solutions aussi, hein, et à avoir du réseau plus important pour écouter les gens. Ce qui était frappant, c'est que souvent les gens me disaient combien je vous dois. Bon, j'aurais expliqué que j'étais un service public, quoi, et qu'il n'y avait pas de... Mais c'est pas de la gloire que de dire ça. C'est que je pense que dans cette fonction d'élu, qui n'est pas un métier, donc qui ne s'apprend pas à l'école, on a ce rôle d'être au service des autres. Et donc il faut vraiment l'être, quoi. Ça rigole pas. Les gens, s'ils font le déplacement, qui viennent vous voir et qui vous mettent sur la table la valise de problèmes auxquels ils sont confrontés, c'est parce que la porte, elle est ouverte, qu'ils ont un droit de tirage sur cette attention que vous allez leur porter. Je ne suis pas sûr que ça soit partagé par tous ceux qui font de la politique aujourd'hui. On ressent très bien ça aussi. Votre engagement, il se porte beaucoup sur la résolution de conflits, sur la médiation, sur... Ça, c'est très très fort aussi dans le livre.
Oui, parce que je crois au compromis, je crois aux gens. Alors c'est un peu cucu de dire ça, hein, ça fait un peu Rousseau, ça fait un peu bon. Il y a des gens, on n'y arrivera jamais peut-être, mais et donc je me dis, On vit plus heureux quand on pense ça, en tout cas, je crois. Oui, enfin parfois on est très déçus, hein, mais ça fait rien. Moi je continue comme un crève-cœur à penser ça. Voilà. Alors du coup, il y a un point qui était très intéressant aussi dans le livre, c'est vous le dites d'ailleurs, je crois assez clairement. Les gens ont des urgences, et donc vous venez de le dire, vous êtes à leur service, vous vous considérez comme un service public, et donc vous êtes un peu, d'une certaine manière, asservi parfois par leur urgence. Ça, c'est une des choses qui m'a le plus intéressé, c'est dans quelle mesure vous arrivez à trouver de la liberté dans l'exercice de cette fonction quand vous la faites comme vous l'avez fait, alors que vous êtes plus maître de votre temps, qu'il soit personnel, intérieur, professionnel, etc. Est-ce que c'est là que ça a fait mal ? Ça fait mal quand j'ai débriefé avec mes enfants, quelques dizaines d'années plus tard, puisque ils ont su me dire, et des fois pendant longtemps, que j'avais pas été un père tout à fait à la hauteur de la disponibilité qu'ils attendaient. Bon. Donc c'est vrai que ça fait mal quand on vous le dit. Bon, j'ai avec eux des relations merveilleuses aujourd'hui. Je pense qu'on s'est expliqué, qu'on s'est compris. Bon, pour autant, c'est vrai que je le dis, quand on vous demande, alors que vous avez un truc perso à faire, d'intervenir dans une situation donnée, si vous ne le faites pas au moment où on vous le demande, ce qui est un petit problème le jour où on vous le demande, peut devenir une catastrophe le lendemain. Et ça, quand vous avez conscience de ça, vous préférez régler les petits problèmes qu'essayer d'être confronté à des catastrophes. Mais du coup, vous traitez mal ceux qui vous entourent, de fait. Ça, c'est un point commun des artistes. Alors, vous vous considérez un peu comme un saltimbanque, donc on voit qu'il y a un point commun encore là. Des artistes, des chefs d'entreprise, de tous les métiers qui demandent énormément d'investissement. Même si moi, j'ai le sentiment que, très immodestement, que les choses sont en train de changer. On est la génération qui a 18-20 ans aujourd'hui, mais un petit peu même les gens qui sont un peu plus âgés, qui ont 25-35 ans, ils sont dans une logique d'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle. Et puis, je trouve aussi notre génération beaucoup plus active de son développement, beaucoup plus active dans la prise en main de ses problématiques. Aujourd'hui, voilà, il y a les réseaux sociaux, il y a énormément d'informations qui est rendue accessible. Et donc, les gens, par cette information, parfois, ont plus de moyens de prendre en main leur destin. Donc, il y a des situations que vous avez arbitrées ou que vous avez essayé de résoudre certains conflits, etc. Peut-être que certains de ces conflits ou certaines de ces difficultés personnelles vont se résoudre via d'autres réseaux dans l'avenir. Et donc, quelle va être la place du politique et de l'action politique selon vous ? Vous pouvez aussi ne pas être d'accord avec ce que je viens de dire. Non, pardonnez-moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que, tant mieux, c'est drôle. C'est-à-dire, je pense que les réseaux sociaux dont je fais la peau à plusieurs reprises, puisque j'ai toujours refusé de rentrer dans cette logique-là, hein, même si je raconte que je m'étais fait pirater un faux compte Facebook par des lycéens j'ai mis 2 ans à l'enlever. Bon, c'était pas trop violent, mais j'avais compris à partir de ce moment-là que ça craignait, quoi, quand même, pour dire les choses un peu crûment. Donc, je crois que les réseaux sociaux enferment les gens dans des univers très stéréotypés. Et je ne crois pas que de là, on voit le bien avec le complotisme aujourd'hui, je ne crois pas que de là vienne la lumière ou la capacité à s'émanciper. Je pense que c'est plus une prison que ça n'est une solution pour ouvrir sa vie à d'autres et ouvrir ses chakras, comme on dit. Rien ne remplacera la relation humaine. C'est pas parce que vous avez des faux amis en amis que ça va vous résoudre votre problème. Parce que de toute façon, à la première incartade, vous êtes traité de tous les maux, quoi, par les réseaux. Donc il faut vraiment s'en prémunir. Enfin, pour moi, je n'ai jamais tweeté non plus. Vous n'avez pas cette maladie. Par conviction, parce que c'est une addiction dangereuse. Je me souviens, je le dis dans le bouquin, ma DIRCOM, la dernière que j'ai eue, une femme formidable d'ailleurs, me disait il faut être viral. Je dis ouais, mais enfin, viral, c'est une maladie, quoi. Hein, donc, Et encore une fois, on rentre dans une autre forme d'asservissement, c'est-à-dire que vous êtes obligé votre temps est d'autant plus conditionné, d'autant plus accéléré par la réaction, ce qui est un peu à l'opposé de l'action politique, qui demande du temps, qui demande de poser les choses. Oui, et puis même, moi j'étais quelqu'un qui était très. J'ai refusé beaucoup d'interviews quand j'étais en situation politique. Quand j'avais rien à dire sur un sujet, je n'allais pas le dire. Je ne voyais pas la valeur ajoutée que pouvait avoir un commentaire que j'aurais fait sur tel ou tel truc que je n'avais pas travaillé. Bon, ça c'est mon côté un peu bourrin, un peu rustique. J'en connaissais d'autres qui n'arrêtaient pas d'être devant les micros, qui disaient des choses totalement sans importance et sans savoir de quoi ils parlaient. Donc c'est vrai que c'est une école
particulière. Moi, j'ai vu évoluer le journalisme. J'ai été journaliste. On avait du temps pour préparer. On avait des collaborateurs pour travailler. Souvent, quand les chaînes info venaient m'interviewer, le jeune journaliste qui était là me disait, bon, c'est vous qui... Oui, quelle question je dois vous poser pour... écoutez, oui, parce que votre sujet est très technique, donc voilà. Ma réponse était, vous allez en garder combien de temps? 30 secondes. Bon, donc je m'arrangeais pour faire 30 secondes, point. Parce que si je faisais 3 minutes et qu'ils piochaient dans ces 3 minutes des choses qui n'étaient pas ça, c'est le centrales caviardage par que vous rapport à ce évoquez. que j'avais envie de dire. Non, mais c'est pas leur faute. Je veux dire, on leur demande de faire 10 interviews par jour. Et puis en plus, ils ont la caméra sur l'épaule, ils tiennent le micro. C'est quand même compliqué. Hein. Donc ça fabrique un autre mode de journalisme. Et finalement, tout le monde s'adapte, celui qui pose la question et celui qui répond. Mais elle est où la réalité dans tout ça d'une communication sincère? Est-ce que vous avez une idée du prochain challenge? Parce qu'avec tout ce que vous avez évoqué, on imagine plein de pistes qui pourraient être passionnantes. Vous avez une expérience à transmettre. Alors il y a le livre qui est là et qui fait cet exercice-là. Il y a le livre. Dire, voilà, Il y a un premier rendez-vous. Parce que pourquoi faire paraître cette expérience-là, c'est juste parce que je considère qu'il y a un vrai danger pour la démocratie aujourd'hui. Je pense que quand on voit les taux d'abstention, quand on voit la mainmise des réseaux sociaux justement sur des informations bidons, sur le harcèlement, sur l'enivrement collectif, quand on voit le bashing permanent face aux femmes et aux hommes politiques, parce que et de la démocratie en général. On dit pique-pendre tout le temps. Moi, je trouve que moi, ça me fout la trouille. C'est-à-dire, je me dis là, si on joue avec ça encore plus avant et plus longtemps, ça va être quoi la solution? La dictature? Parce que bon, moi, je suis très favorable à la démocratie représentative. Je sais que d'autres sont plus favorables à une démocratie directe où on ferait un référendum tous les jours pour savoir comment on agit. Sauf que l'action publique, c'est souvent dans le temps long, comme l'action industrielle d'ailleurs. Et donc, vous ne pouvez pas demander un avis aux gens pour prendre la décision immédiatement. Vous la prenez quelques fois plus tard. Et d'ailleurs, sans connaissance du sujet aussi, parce que ce qui est un petit peu vicieux, moi je trouve, dans la démocratie directe, c'est l'avis de chacun sur des sujets techniques, d'avenir, où des personnes ont pris 6 mois, 1 an à poser la question, poser les enjeux, réfléchir. C'est un petit peu démagogique de dire ça aussi. La limite de la concertation, je la connais très bien. Quand vous portez des grands projets, et vous avez une concertation obligée, et tant mieux, hein, vous associez les gens, vous cherchez du consensus, pas toujours, mais le dialogue est pas toujours tordu. Bon, il y a des gens qui ont juste pas envie que les choses se fassent, donc cela, quoi que vous puissiez faire en concertation, ils seront toujours contre. Mais d'autres font évoluer un projet parce que avec une intelligence partagée, on arrive à faire des choses meilleures. Et quand votre projet, vous le réalisez 5 ans ou 6 ans après, vous vous faites allumer par ceux qui sont là 6 ans après, qui sont pas du tout liés par les modalités de concertation qu'il y a eu 6 ans avant. Ceux-là ne sont plus là. Et donc comment on fait? Alors la loi, elle explique que vous gravissez les marches les unes après les autres. Dans le moment de la réalisation, on est loin du moment qu'il y a eu de la concertation. Et donc ce temps, avec l'immédiateté de l'information, avec les réseaux, tout ce qu'on vient d'évoquer, ce temps a complètement annihilé la concertation qui avait eu lieu. Vous ne pouvez pas recommencer, sinon vous reportez votre projet. Il y a un bel exemple dans notre beau pays, c'est l'impossibilité de faire sortir des parcs éoliens offshore. Des contrats signés en 2012, aucun parc ouvert aujourd'hui. Bon, c'est un des exemples de le côté pousse au crime, finalement, d'une concertation qui n'arrive jamais à aboutir. Et souvent, d'ailleurs, c'est les mêmes qui vous expliquent qu'on a pris du retard sur les énergies renouvelables et qui sont au devant des choses pour qu'elles n'arrivent pas à s'implanter, ce qui est quand même un petit peu un problème. D'accord. Et alors vous avez pas répondu complètement à la question. Une des parties de la question, c'était qu'est-ce que vous envisagez pour la suite? Parce que le livre est important, effectivement, et je vous rejoins sur le point de la démocratie. Là, la guerre est aux portes de l'Europe, et pour autant, quand on voit les sondages, on voit qu'il y a plusieurs candidats qui ont des discours autocratiques, qui font des intentions de vote quand même assez importantes. Mais est-ce que finalement il n'y a pas un rôle pour vous au niveau européen ou au niveau dans la résolution de conflits, dans la gestion de crise Écoutez, moi, effectivement, le défi de pouvoir expliquer les raisons et surtout intéresser les gens avec ce que j'ai produit en écriture, c'est déjà un challenge. Bon,
il va être derrière moi bientôt, puisque ça y est, le livre paraît dans quelques jours. Après, j'ai beaucoup de travail à l'endroit où j'agis aujourd'hui, dont je ne peux pas parler, puisque j'ai un devoir de réserve, on est en période électorale, et donc j'ai une masse de boulot assez conséquente qui occupe mon temps. Si on me demande demain de relever un défi de concertation, je le ferai volontiers. Parce que j'ai cité plusieurs exemples, notamment sur les antennes relais, où on m'avait demandé quelque chose d'assez délicat. On a plutôt réussi en prenant le temps. Je crois avoir une bonne connaissance de la manière où des gens en situation de conflit pourraient essayer de trouver une voie médiane d'entente. Donc je reste disponible, mais bon, je ne fais pas de recherche sur Internet pour savoir si on a besoin de moi quelque part. J'en profite pour préciser que le passage sur les antennes relais est un très très bon exemple, effectivement, de concertation, de médiation, de comment on peut faire de la politique de qualité. Ouais, je prends du temps pour l'expliquer parce que j'étais assez content de la façon dont finalement on a abouti à une forme de consensus. Bon, ça n'a pas duré forcément longtemps, mais... En réussissant à faire sortir les gens des postures, ça c'était vraiment très intéressant. Oui, j'explique que chaque fois qu'on faisait un pas, c'était parce que j'avais l'unanimité. Que sans unanimité, j'avançais pas. Et donc ça, c'est une condition qui est dure, parce que du coup... unanimité, pour des gens qui se mettaient sur la figure en permanence, c'était pas évident à obtenir. Mais bon, c'est un exemple, oui, je passe un peu de temps à le décrire, parce que je pense que c'est utile de montrer qu'il y a une voie parfois. Alors là, on passe au bilan, si vous le voulez bien. Est-ce que vous savez ce qui vous a le plus enthousiasmé dans votre carrière politique ? Non, je pense que l'enthousiasme, elle est présente en permanence. Bon, j'ai beaucoup aimé l'époque où je faisais de la radio, donc je faisais pas de la politique, et je suis parfois un peu nostalgique de ça. On en a déjà parlé. Être maire, c'est vrai que c'est un peu le mandat le plus merveilleux, parce que on est vraiment en prise directe avec la communauté pour laquelle on est élu. On voit sortir les projets, si tant est qu'on reste un peu de temps, parce que 6 ans c'est court. Et donc avoir pensé, moi, je me souviens d'une réunion d'adjoints, on avait un projet de médiathèque important pour la collectivité, et le projet devait atterrir je ne sais plus où, et j'étais tout seul à penser qu'il ne fallait pas le faire à cet endroit-là. Je voulais le faire plutôt au centre du village. Et donc je me souviens avoir dit à mes collègues adjoints, on va traverser la place, on va aller voir en face, voilà ce que je vois. Bon. Et finalement, j'ai réussi à les convaincre. Et depuis, cette médiathèque, elle est juste en face de la mairie. Bon, mais c'est un exemple. Et il y a mon livre dedans maintenant, c'est rigolo. Mais c'est un exemple pour vous dire que l'action locale, quand on est ou président d'une communauté de communes ou maire, elle est très concrète. Elle est là, vous la touchez du doigt. Et les gens, soit ils vous engueulent, soit ils vous en remercient. Mais en tout cas, il y a une relation par rapport à l'action qu'on mène qui est palpable et qui, du coup, c'est très positif. Parlementaire, quand on fait sortir des textes, bon, le fait qu'il y ait une loi Brottes que vous avez évoquée tout à l'heure sur la trêve hivernale, ça ne m'a pas valu que des amis, hein, parce que tous les marchands d'eau, quand même, veulent encore me faire la peau. Hein. Bon. Ou d'autres choses. Enfin, je cite plein d'exemples dans le livre dont je suis à l'origine, et j'ai été suivi par mes collègues pour les faire aboutir. C'est assez enthousiasmant de se rendre compte que finalement ça prend corps. Quand j'entends à la radio le matin telle société a perdu son procès contre l'association Carmonde, TD Carmonde ou autre sur des questions d'eau, et chaque fois mon nom est rappelé, je me dis bah voilà, tiens, t'as fait un truc là, c'est quand même utile. Non, là-dessus, je le dis aussi, j'ai un échec que j'ai pas digéré, parce que le Conseil constitutionnel m'a flingué mon texte, c'est le tarif progressif de l'énergie, qui dans la période qu'on traverse serait très utile. Je ne vais pas reprendre la description parce que je vais vous prendre une autre heure, ça peut faire un autre sujet, mais bon, parce que je considère que j'avais raison, je ne l'avais pas inventé tout seul d'ailleurs ce truc, hein, puisque c'était issu d'un travail qu'on avait fait avec Christiane Tobiana. Et puis, j'ai d'autres éléments comme ça. Par exemple, je m'étais battu pour le raccordement du réseau ukrainien au réseau électrique européen au niveau de l'interprofession européenne des infrastructures. J'étais très isolé à l'époque. Bon, c'est fait depuis 15 jours, donc je suis content. C'est là où vous êtes positif aussi, tant que finalement ça avance.
Vous n'avez pas besoin de convaincre au moment T, pas besoin d'avoir y a pas besoin. Il faut se dire qu'il ne faut jamais rien lâcher. Et je prends un autre exemple qui est devenu concret, qui est le pré-avance rénovation, que j'avais appelé pré-avance mutation. Quand je l'ai mis dans la loi, ça n'avait pas trop accroché parce que ça ressemblait un peu au viager et le gouvernement de l'époque n'avait pas vraiment relayé cette disposition. J'y ai toujours cru et par le hasard des choses, et notamment une parlementaire de l'Isère qui a fait un rapport là-dessus, qui avait oublié cette mesure. Je l'ai appelée un peu pour l'engueuler en disant mais comment t'as pas... Elle dit j'ai zappé, j'ai pas vu. Et donc elle a relancé la mission qui s'occupait de ça, qui était présidée par Olivier Sichel, le patron de la banque territoriale, qui m'a appelé, que je connaissais. Il m'a dit écoute, il faut que tu m'expliques ton truc, ça m'intéresse. Il a repris le sujet en le mettant en valeur. Le gouvernement l'a retoiletté un petit peu, hein. Donc c'est pour ça que ça s'appelle pré-avance rénovation. C'est l'idée que quand vous n'avez pas forcément les moyens de payer votre rénovation de logement à la fois pour économiser l'énergie, mais pour améliorer le confort, pour l'adapter à la future dépendance, vous ne sortiez pas un sou. Et que l'argent soit mis par un investisseur qui se récupère sur la mutation du bien sous la forme d'une hypothèque, quoi. Bon, bref, j'ai fait très court, hein. Et de voir que la Banque Postale et quelques autres aujourd'hui proposent cette solution, alors que ça date de 2015, on est en 2021, et moi je suis ravi. Alors Sichel m'envoie des SMS régulièrement pour me dire comment ça avance, mais et j'ai pas lâché l'affaire alors que j'étais plus parlementaire, parce que quand j'y crois profondément, c'est un truc que j'avais travaillé sur le terrain avec les clubs de troisième âge et autres, je pensais que c'était vraiment une bonne idée pour débloquer. Je lâche pas. Et je crois qu'il y a aussi ça, il y a aussi cette espèce de ténacité qui est nécessaire. Parce que c'est lié à la dignité aussi, non? Parce qu'on retrouve la dignité quand même très présente dans tous vos engagements. Oui, quand on est sûr de soi par rapport à un projet qu'on porte, qui relève de l'intérêt général, qu'on a cette conviction, que cette conviction elle s'étoffe avec ce qu'on constate au fil du temps qui avance, oui, la dignité c'est se dire merde, il faut que ça sorte, quoi. Voilà. Il faut s'entendre sur le mot réussir. Moi je crois qu'on ne réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. On a un rêve et on essaie de bâtir, de structurer ce rêve. Alors, dans ce sens-là, il est exact que j'ai travaillé pour réussir un rêve. Alors, si vous me permettez, je voudrais bien faire un petit parallèle sur vos deux propositions pour les candidats à la magistrature suprême. C'est un point important dans le livre aussi, qui m'ont beaucoup intéressé. Et le parallèle, en fait, ça m'a rappelé une interview de Brel, je ne sais pas si vous l'avez vu, où il évoque son parcours. Il dit qu'il a travaillé à réaliser ses rêves. Et que le succès, du coup, c'est de réaliser ses rêves. C'est une très très belle interview qu'on peut voir sur YouTube. Et ce qu'il explique, c'est qu'il y a deux aspects. Le premier, c'est qu'en fait, on a goûté à des choses. Et puis ces choses, elles nous ont, à 17, 18 ans, à la fin de l'adolescence, on a goûté à des choses dans notre vie. Et finalement, on sait les désirs qu'on va vouloir réaliser. Et puis après, la deuxième partie, c'est que ça nous donne envie d'aller parcourir le monde, de sortir de soi et de les réaliser. Et finalement, j'ai un peu retrouvé ça dans vos deux propositions. Donc je rappelle, la première, c'est que chaque Français puisse accéder à un restaurant étoilé une fois par an. Donc d'une certaine manière, c'est aussi de goûter aux choses, d'avoir un rapport avec les sens, avec ce qu'on désire, ce qu'on a envie d'accomplir. Et puis la deuxième, c'est de leur permettre de voyager une fois tous les 2 ans, pour qu'ils se rendent compte un petit peu peut-être de leur propre potentiel, et puis aussi de leur propre potentiel dans le cadre qui est la France. Donc finalement ça marche complètement, et ce que moi je défends, ce qui m'a fait rire, c'est qu'en fait finalement la 7e orange c'est exactement ça, c'est-à-dire quel est le projet de vie qui fonctionne pour vous et qui va vous permettre de cheminer vers ce désir profond que vous avez senti et que Brel évoque parfaitement. Alors il y a une question quand même, la question c'est de savoir est-ce que après autant d'années vous avez réussi à mettre le doigt sur ce que vous aviez recherché en politique, le désir profond. Alors il y a la dignité qui pointe, il y a les liens aussi. On sent que toujours le fait d'être ensemble, les liens avec les autres, c'est très présent. Ou est-ce que c'est autre chose ? Je considère que la route que j'ai accomplie en politique est à la hauteur des ambitions que je portais. Voilà, donc je ne regrette rien, même je suis assez fier de certaines choses. Bon, des choses dont je peux forcément être moins fier, mais pour autant, quand on passe la main, et il faut savoir le faire, quel est l'usage que les autres en font, c'est une autre question. Et là, il ne faut pas se prendre le chou. Bon, j'ai fait le choix de ne plus du tout vivre dans l'endroit dont j'ai été l'élu. Bon. Parce que, j'allais dire, c'est du sang et des larmes, c'est exagéré, mais je connais tous les virages, je connais toutes les maisons, je connais tous les équipements, j'ai 35 ans à traîner ma bosse.
c'était une véritable souffrance pour moi que d'y rester sans être un acteur. Hein. Donc j'ai préféré, pour ne pas me faire souffrir, me retirer. Donc je suis lucide là-dessus. Je vais y retourner bientôt, mais honnêtement, ça a été tellement ma vie que je préfère passer à autre chose. C'est le sens de la rupture sur le quai de la gare que j'évoque. Il faut savoir tourner les pages, mais il ne faut pas subir ces pages qui se tournent. Il faut passer à la page d'après sans se dire que c'était mieux avant. C'est pas forcément, ça sera peut-être mieux demain encore. Et il s'agit pas. La nostalgie, c'est pas considérer que ce qu'on a fait, c'est la leçon sur laquelle doit forcément se reposer le futur. Elle sert, mais elle n'est pas forcément une référence absolue. Il faut juste l'admettre. C'est aussi une façon de laisser les mains libres à vos successeurs pour pouvoir travailler sans l'ombre de la personne qui était là. C'est ça, le vieux con qui ramène. En tout cas, vous avez une action forte. C'est aussi leur laisser les mains libres et la liberté pour bien faire. Et alors, sur la première partie de la question, ce qu'il évoque Brel aussi, par exemple, ce que vous évoquez aussi dans votre proposition, c'est le fait de goûter aux choses, de sentir ce qu'on désire. Et après, ensuite, de se faire confiance. Est-ce qu'il y avait ça quand même chez vous? C'est-à-dire dès le départ, parce que vous avez été papa à 18 ans, vous avez pris beaucoup de risques, que ce soit à la radio, spectacle, et puis ensuite, vous avez été indépendant avant de faire de la politique, etc. Est-ce qu'il y avait une confiance comme ça? Et quand j'entends confiance en vous, je ne veux pas dire un truc à la Elon Musk, vous voyez, qui doit être viral et qu'on partage, mais est-ce que quand même vous avez senti à l'intérieur une sorte de boussole qui vous est dire, j'ai quand même, je ne sais pas, que ce soit des valeurs ou que ce soit une conviction de l'homme ou du vivre ensemble, ou même de votre ville, ça peut être beaucoup plus circonscrit. Mais est-ce qu'il y avait ça quand même? C'est un peu ce qui ressort, j'ai l'impression. Oh, je crois que j'étais pas tendre avec moi-même et que j'avais besoin de me prouver des choses. Donc je me lançais des défis parfois presque inatteignables. Mais c'est vrai que je mesure 1m60, que j'aurais bien préféré faire 1m80, je suis jamais arrivé. Quoi. Allez, celui-là, ce défi-là, je connais ce genre de défi. À le relever. Vous êtes à la bonne table. Alors, encore une fois, merci Monsieur Brotte. Je vous propose qu'on se quitte sur quelques mots. Les mots de la fin, on va évoquer Proust. Quel est le mot que vous préférez? Ah, il y a... Pardon, c'est une conclusion un peu longue, mais j'évoque dans le bouquin l'idée que j'avais eue de créer une université, je ne sais plus comment j'ai appelé ça, des mots qui peuvent faire consensus, qui peuvent faire compréhension à travers le monde. C'est très drôle, ouais. Et donc j'ai fait une petite recherche quand même. Alors, j'ai appelé des copains qui avaient travaillé à l'ONU, qui avaient travaillé à l'international, pour essayer de faire une liste de mots qui avaient un sens commun dans plusieurs pays du monde, une espèce d'espéranto mondial, quoi, hein, pas seulement européen. Espéranto, c'était la langue. Bon. Et mes recherches ont abouti à, je le dis dans le livre, à un mot assez incroyable. Alors, je vais peut-être pas le dire parce qu'autant qu'ils achètent le bouquin, ceux qui m'écoutent. Mais c'est planer le suspense. Mais donc c'est votre mot préféré? Non, c'est pas mon mot préféré justement. Mais justement, mon mot préféré serait un mot qui pourrait être compris dans le monde entier de la même façon. Voilà. Ok, c'est une très très bonne réponse. Le mot que vous détestez? Je pense pas que tous les mots sont utiles. Tout dépend comment on les emploie. Le mot que je déteste, allez, je vais le dire, c'est cynisme. Alors le bruit ou le son que vous préférez? Je sais pas, vous savez, j'ai une bibliothèque personnelle parce que je télécharge des morceaux de façon un peu addicte. J'ai 21 000 titres. Et donc, dans les 21 000, je pense que j'en préfère 15 000 quand même. Ah, il n'y a pas un son dans une chanson, une envolée, non? Non, ça va dépendre des moments. Ça va dépendre des moments. La qualité que vous préférez chez les autres? Bon, la capacité d'écoute, de partage et passer un bon moment. Voilà, c'est... Finalement, les gens qui sont capables de convivialité sincère, c'est ce qu'il y a de mieux au monde. C'est bien mieux que les réseaux sociaux. Alors du coup, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Alors là, c'est les deux questions qui me tiennent aussi à cœur personnellement. J'aimerais savoir qui est-ce que vous pensez qui mériterait d'être admiré dans notre société, qu'on ne met pas forcément en valeur. Parce que le podcast s'appelle Admirare. Donc l'idée, c'est de... Admirare, donc en latin, c'est aller vers l'image. Donc vers qui on veut aller, à qui on veut ressembler. À qui est-ce qu'on devrait un peu plus essayer de ressembler aujourd'hui?
Je sais pas, c'est... C'est pas très personnel. Hein. Non, mais admirer... quand dans mon quartier à Paris, je vais au supermarket du coin, je vais dans celui où les caissières sont les plus sympas. Et parce que soit on vous traite comme... parce qu'on est fatigué, qu'on vous traite mal, soit on vous considère un peu et qu'on a envie d'échanger quelques mots, parfois de la part de gens pour lesquels ça paraît un peu surprenant qu'ils le fassent. Et je me dis souvent, mais finalement, cette personne, avec ce qui scintille dans ses yeux, l'expression qu'elle peut avoir quand elle s'exprime, elle pourrait faire tout à fait autre chose qu'être là. Et donc, il faudrait qu'elle ait un déclic. Non pas que c'est pas bien d'être caissière, parce que il n'y a pas de honte et on a besoin de caissière, mais je me dis parfois, il y a des gens, ils vous surprennent à l'endroit où ils sont, et vous vous dites, ce serait génial, peut-être qu'ils découvrent qu'ils peuvent par eux-mêmes trouver une autre solution. Donc, parfois, il m'arrive d'échanger pour donner des déclics. C'est ça, j'aime bien le faire. C'est pas votre question. C'est pas grave, c'est très intéressant. Allez-y, finissez. Ouais. Voilà, donc du coup, alors, si je synthétise, les personnes que vous admirez, c'est ceux qui, au bout de la fatigue, au bout de l'effort, gardent encore un regard, une humanité pour la personne qu'ils connaissent pas, pour l'autre. C'est ça. De toute façon, j'admire fondamentalement les gens qui sont vrais, qui sont authentiques et qui n'hésitent pas à l'être. Voilà, ça, j'ai de l'admiration pour ça. Bon, ça ne m'empêche pas d'admirer quelques grands noms, mais ça, je suis comme tout le monde, une midinette parfois. On le sent dans le livre, ouais. Et alors, la dernière question, la toute dernière, qui est-ce que vous voudriez qui vous succède sur cette chaise et qui réponde à nos questions? Quel parcours vous intéresserait? Vous auriez envie d'en savoir plus sur une personne Non, j'ai pas de nom à vous proposer. Non, continuez à faire en sorte que ces rencontres soient utiles aux autres. Et donc, faites venir des gens qui ont des choses à la fois personnelles, mais surtout qui peuvent servir à celui qui écoute, se dire, tiens, effectivement, c'est pas con ça, je vais peut-être le faire. À la caissière qui a quelque chose dans le regard. Ouais, bah alors, du coup, ça va être ça le mot de la fin. Et l'ambition pour les suivants, je vais le garder en tête. Merci beaucoup, monsieur Brotte. Au revoir. Au revoir. On est bien là, il y a un petit courant d'air. Merci de nous avoir écoutés, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez appris des choses et peut-être même pris conscience d'autres choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas, partagez ce podcast avec vos proches et si vous voulez me suggérer des invités ou des thèmes d'entretien, sur ce sujet je suis particulièrement à l'écoute. Et si vous avez des remarques ou des commentaires, vous trouverez les coordonnées du podcast et les miennes dans la page de description de l'épisode. À bientôt pour justement le prochain épisode. Mais vous savez, l'amour et l'amitié, ça marche avec l'admiration.